bonjour tout le monde. Merci. Je veux d'abord dire merci au comité organisateur pour la réalisation de ce rendez-vous virtuel. Merci entre autres à Samuel qui m'a parlé justement de l'existence de l'appel à communication pour le colloque. Donc, ça a suscité mon intérêt, puis je me suis dit que j'allais proposer quelque chose, vu qu'effectivement, les jeux que j'étudie dans le cadre de ma thèse abordent souvent des sujets difficiles, voire des expériences qu'on pourrait qualifier de traumatiques, même si ce n'est pas, je dirais, le cœur là, de mon sujet de thèse. Fait qu'avant de me lancer, même si je sais qu'on a juste 10 minutes et que ça passe vraiment vite, je vais juste prendre le temps de me présenter vite, même si Samuel l'a déjà fait un peu. Donc, moi, c'est Alexandre Couturier. Je suis présentement doctorante en études sémiotiques à l'UQAM. Je travaille comme chercheuse pour le groupe Homo Ludens, dont les travaux portent sur les pratiques ludiques, les dispositifs numériques et qui travaille aussi sur tout ce qui est relatif à la communication en ligne. Et je travaille aussi comme auxiliaire de recherche pour la chaire de recherche du Canada sur les communautés de joueurs et les données massives. Fait que là, je suis désolée, ça fait comme 20 fois que je répète le mot recherche. Fait que c'est pas mal ça. Puis sinon, comme je disais, dans le cadre de mes études doctorales, en fait, je me concentre sur l'étude du jeu vidéo comme pratique expressive du vécu. Donc, je m'intéresse aux caractéristiques ludiques, narratives et énonciatives des jeux vidéo à dimension autobiographique ou autofictionnelle. Donc, j'essaie de voir et de mettre en lumière les enjeux, les caractéristiques spécifiques de l'autobiographie et de l'autofiction dans un contexte vidéoludique, en quoi ça va se démarquer finalement des autres types de médias pour raconter un récit de vie, une expérience, qu'est-ce que ça implique finalement au niveau de la création et du design de jeu, comment ça se manifeste, comment ça prend forme. Fait que, bref, c'est un petit peu tout ça que j'essaie de débroussailler. Alors, question de faire le point justement sur ce type de production, faire un petit état des lieux, si je peux dire, parce qu'en 10 minutes, j'ai coupé comme vraiment beaucoup de choses, fait qu'il y aurait beaucoup plus d'éléments à dire là-dessus. Mais essentiellement, il faut savoir que l'autofiction et l'autobiographie, ça représente, comme je disais, une pratique expressive, mais aussi un genre qui est encore somme toute assez marginal là, dans le paysage vidéoludique, même si on va voir, notamment dans les 10 dernières années, mais peut-être, je dirais peut-être plus même les 5-6 dernières années, qu'il y a de plus en plus de créateurs et de créatrices de jeux indépendants qui vont se lancer dans ce type de projet personnel pour différentes raisons. Donc là, sur la diapo, j'avais laissé quelques exemples de formes que ça pouvait prendre. Puis aussi, justement, à travers mes lectures, ce qui ressort, c'est qu'il ne semble pas, en tout cas encore, là, y avoir un consensus sur c'est quoi un jeu vidéo autobiographique ou autofictionnel. Il n'y a pas de définition précise. Fait que quand on parle de cette pratique, on fait autant allusion à des mods, à des mini-jeux qu'à des jeux complets. Donc, on peut vraiment considérer que le jeu vidéo autobiographique et autofictionnel, c'est comme un spectre là, de production, finalement, qui ont pour point commun de retranscrire en partie ou totalement un récit de vie personnelle de une ou de plusieurs personnes qui participent à la conception du jeu. Comme l'explique Gaël Gilson, qui est un des rares auteurs et chercheurs francophones qui s'est intéressé explicitement aux jeux vidéo autobiographiques dans un article qu'il a écrit, lui propose de considérer ça, et je trouve ça très, très intéressant comme définition, justement, de considérer ça comme des espaces de médiation entre le concepteur, le joueur et le système de jeu. Donc, lui, il explique que dans ce cas particulier de production, le design de jeu apparaît comme le cadre constitutif d'un régime d'expérience particulier au sein duquel le concepteur peut transmettre de l'information mémorielle. Donc, l'information mémorielle qui est les expériences, les souvenirs, ses émotions aux joueurs. Toutefois, justement, lui, il va faire remarquer que c'est juste en interagissant avec le système du jeu que le joueur ou la joueuse peut accéder à ces informations-là, parce que le médium vidéoludique est intrinsèquement interactif et dynamique. Donc, pour qu'on découvre ces informations-là, on n'a pas le choix d'y jouer.
Et en même temps, parallèlement, il faut que le joueur ou la joueuse ait acquis les clés de décryptage nécessaires pour justement être en mesure de, un, prendre conscience qu'il est en train de jouer un jeu qui a du contenu autobiographique, puis être capable d'identifier et d'interpréter ce contenu-là. C'est-à-dire qu'on peut très bien se lancer dans un jeu vidéo sans savoir que ce dernier est une œuvre autobiographique. Puis là, c'était ça le lien que je faisais avec toi, Christopher, là, avec le jeu. Moi, c'était justement Brothers, The Tale of Two Sons, que je ne savais pas du tout qu'il y avait du contenu autobiographique. Puis je l'avais étudié, puis je me suis rendu compte par après qu'il y avait effectivement des moments dans le jeu qui étaient inspirés d'événements tragiques qu'un des concepteurs avait vécu. Mais c'est ça. Fait que moi, je l'ai appris par après. Donc, ça arrive des fois qu'on commence un jeu et qu'on n'est pas au courant de ces éléments-là, qu'on n'ait pas ces clés de décryptage-là. Donc, justement, où c'est qu'on peut les trouver, là, finalement, ces clés-là? On peut les trouver dans le jeu directement, c'est-à-dire qu'on va les retrouver à l'intérieur des dimensions ludiques, narratives et esthétiques du jeu. Donc, ça va être présent comme des marqueurs ou des indicateurs pour rappeler au joueur qu'il est justement en train de jouer un récit de vie. Sinon, ce qui est plus rare dans le cas du jeu vidéo, c'est qu'on va trouver ces clés-là dans le péritexte, donc dans le titre, le sous-titre, les notes, les résumés puis les présentations du jeu sur les plateformes de diffusion en ligne. Mais ça, c'est assez rare. Et ce que Gilson, lui, remarque, c'est que ça va surtout être en explorant l'épitexte qu'on va trouver des informations mémorielles. Donc ça regroupe tous les entretiens avec les concepteurs, les publicités, même si dans le cas des jeux autobiographiques, il n'y en a pas vraiment là, de la publicité, mais comme plus généralement. On va aussi en trouver dans les critiques, les documentaires de style making-of, les reportages dans les médias. Donc tout ça, tout l'épitexte finalement va nous donner des informations supplémentaires. Donc, ça va venir nous aider et nous outiller pour être capable d'identifier et interpréter ce que donc Gilson, lui, il appelle les figures souvenirs, c'est-à-dire le contenu autobiographique qui est disséminé dans l'espace de jeu. Donc, aussi, il faut comprendre fondamentalement que, oui, comme je disais, on peut jouer à un jeu sans ces clés de décryptage-là, mais au final, l'expérience qui en résulte et le sens que ça prend, c'est très différent que si la personne est au courant d'entrée de jeu que c'est une production autobiographique. Donc, les affects puis les effets de sens qui vont ressortir vont quand même être assez différents. Puis là, malheureusement, je ne sais plus, il me reste combien de temps, mais initialement, je voulais présenter 2 jeux. Puis là, je me suis rendu compte que c'était comme trop ambitieux. Fait que, fait que je vais focusser juste sur un jeu. En fait, j'ai choisi, encore une fois, Christopher, tu l'as comme montré un petit peu dans ta présentation, là, mais c'est le jeu That Dragon Cancer. Puis je l'ai choisi, entre autres, parce que c'est un jeu qui a quand même eu une pas pire couverture médiatique. Fait que pour ceux et celles qui sont en étude du jeu, probablement que ce jeu-là vous dit quelque chose. Puis je pense que c'est facile à aller chercher des points justement pour voir comment ça se place, là, les marqueurs autobiographiques dans un jeu. Fait que bref. Pour ce qui est de la description générale, That Dragon Cancer, c'est un jeu qui a été publié en 2016. Donc, il est étiqueté comme jeu narratif avec des interactions de style point and click. Il est d'une durée approximative de 1h30, ça peut être plus, ça peut être moins, et le joueur ou la joueuse va osciller entre une perspective à la première personne, donc elle va incarner un des personnages dans le jeu et voir l'action à travers ses yeux, et d'autres fois, elle va adopter une perspective à la troisième personne, donc là, elle va se retrouver à être un observateur externe de l'action. Donc, That Dragon Cancer, comme son nom l'indique, ça porte sur l'expérience vécue, le drame et le deuil de la famille Green, plus particulièrement la perspective des parents en lien avec le diagnostic de cancer incurable de leur fils Joel, qui, malheureusement, après un long combat avec la maladie, va malheureusement décéder à l'âge de 4 ans. Donc, dans le jeu, les événements en lien avec l'annonce du diagnostic, les traitements, les hauts et les bas de toute cette expérience tragique-là vont être racontés de manière fragmentée et non linéaire. Il y a aussi beaucoup de moments d'introspection dans le jeu où on se met dans la peau des personnages, là, particulièrement dans la peau du père et de la mère, et on va être amené
à entendre leurs pensées, leurs monologues intérieurs, leurs angoisses et tout ça. Aussi, là, ce que je n'ai pas mis dans le PowerPoint, mais qui est intéressant de mentionner, c'est que c'est les parents qui ont commencé la création du jeu et ils ont commencé à créer le jeu avant que leur fils meure et ils ont complété le jeu 2 ans après son décès. Donc, ça aussi, je trouve qu'en termes de processus de deuil, c'est intéressant parce qu'eux-mêmes, ils le disent dans des entrevues que ce jeu-là leur a permis justement de faire en amont leur deuil parce qu'ils savaient que leur fils allait mourir, peu importe ce qu'il allait faire. Donc, ça leur a permis aussi de mettre ça en perspective, là, finalement. Et donc, justement, en termes de marqueurs autobiographiques, là, je vais essayer de faire vite parce qu'il y en a beaucoup. Fait que je vais peut-être juste me concentrer sur les enregistrements audio. Dans le jeu, on retrouve des segments audio réels enregistrés. Parfait, Samuel. Comme des vidéos de sorties en famille. On peut aussi entendre des messages sur la boîte vocale là, qui a été échangée entre les deux parents. Et on retrouve aussi des enregistrements qui ont été faits en post-production. Donc, les parents et aussi les autres enfants du couple ont enregistré des dialogues et des monologues qu'on va entendre au fil du jeu. En l'occurrence, on va entendre dans quelques scènes Joel, donc le petit garçon qui est décédé, on va l'entendre quelques fois parler, mais quand on explore l'épitexte du jeu, justement, on se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas sa vraie voix, c'est plutôt celle d'un de ses frères qu'on va entendre parce que dans la vraie vie, en raison de tous les traitements de chimiothérapie, de radiothérapie qu'il a subis, Joel n'a jamais été capable de développer la parole parce qu'il a eu des traitements de chimio très intenses du moment de son diagnostic, donc à 1 an, jusqu'au moment de sa mort. Donc, finalement, c'est un de ses frères qui lui prête sa voix. Aussi, parlant de Joel, on peut entendre ses rires, ses ricanements dans le jeu, mais on n'entend pas ses pleurs ou ses cris. Puis cette sélection d'enregistrements-là fait l'objet de plusieurs discussions entre les parents, notamment pour une scène particulièrement éprouvante dans le jeu. Dans cette scène-là en question, Joel, après des traitements de chimiothérapie, souffre de déshydratation. Puis tout au long de la scène, on l'entend pleurer puis crier de douleur. Et nous, en tant que joueurs, dans cette scène-là, on incarne le père et on se retrouve impuissant parce que finalement, on se rend compte que peu importe ce qu'on va faire, il n'y a rien pour le soulager. Donc, c'est une scène qui est vraiment très poignante. Puis au premier abord, justement, si on n'explore pas l'épitexte, on penserait que ce sont les réels cris de Joel qui ont été enregistrés. Mais finalement, en allant voir les entrevues, lire les textes, voir le documentaire, ben, on se rend compte que non, ce ne sont pas réellement ses pleurs et ses cris, parce que justement, vu la charge émotive extrêmement intense que ça représente pour les parents, ils ont finalement décidé, avec les autres personnes qui étaient impliquées dans le développement du jeu, de ne pas inclure ces enregistrements audio-là en particulier, et donc ils ont tout simplement pris des enregistrements audio de d'autres enfants XYZ.